Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur l'électronique de puissance. Donc, en attendant que tout le monde se joigne à nous ce matin, on attend une trentaine de personnes. On va encore une fois passer par-dessus sur les messages d'intérêt commun. Donc, l'interface de GoToWebinar à votre droite, quoique là, je commence à reconnaître beaucoup des noms de participants, donc c'est pas votre première participation. Mais vous allez encore une fois trouver dans cette interface différents onglets qui, si vous les ouvrez, vont vous donner accès à différentes caractéristiques du logiciel. Donc, entre autres, j'attire votre attention sur l'onglet des handouts. En fait, je ne sais pas quel est le nom de l'onglet en français. Je ne sais pas si c'est handouts qui apparaît aussi ou C'est documents à distribuer, Christian. documents à distribuer. Merci beaucoup, FX. Moi, j'ai toujours l'interface en anglais. Donc, sous l'onglet documents à distribuer, vous allez retrouver deux documents que vous pouvez télécharger dès maintenant. Le PowerPoint que je vais utiliser pour la présentation de ce matin, Power Electronics Webinar. Et le datasheet de notre produit EMS, de notre système de formation EMS, qu'on va aussi utiliser aujourd'hui pour faire les démonstrations. Donc, voilà pour ça. Vous allez aussi retrouver déjà dans la boîte de chat un lien que j'y ai copié, que vous devriez copier. C'est le lien qui va vous permettre d'atteindre notre site internet, lavolt.com, pour et en télécharger la dernière version du logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est LVDAC EMS, à ne pas confondre avec LVSIM EMS qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, LVSIM, c'était le simulateur qui nous permettait de travailler dans un environnement virtuel avec des équipements virtualisés de notre système EMS. Aujourd'hui, on va utiliser le vrai système physique que j'ai avec moi ici dans mon bureau. Et pour contrôler ce système physique, nous avons le logiciel LVDAC EMS qui va communiquer par lien USB avec le vrai système. Vous allez, oui. Oui, ça devrait être dans la boîte de chat déjà Oui, ou oui. Ah, vous le voyez pas dans la boîte de chat? moi je Le le lien, vois pas. parce que je l'ai copié là à 8h53. Ben, je vais le recopier. Peut-être que si on le copie avant que le webinaire commence, ça fonctionne pas. C'était un essai. Alors, je vous recopie ça maintenant. Voilà. C'est bon maintenant. Parfait. Donc, oui, vous allez pouvoir télécharger à partir de ce lien le logiciel qui est disponible gratuitement parce que si vous n'avez pas nos équipements, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire avec le logiciel, sauf le rouler en mode démo, comme on va voir tantôt, qui vous permet d'explorer les capacités du logiciel. Voilà pour ça. Et puis, je vais tout de suite vous poser quelques petites questions en attendant que tout le monde se joigne. Toujours un peu le même principe. Je vous envoie un sondage auquel je vous demande de répondre. Encore une fois, certains d'entre vous ne seront pas capables de répondre pour des problèmes techniques. Donc, cliquez sur les réponses. Ça me permet d'orienter ma présentation en sachant votre niveau de connaissance préalable du sujet qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Donc, en général, j'ai à peu près de la moitié ou 2 tiers des gens qui réussissent à répondre à l'aide de ces petits bulletins. J'en ai plusieurs ce matin qui réussissent pas à répondre, apparemment. Donc, des réponses que j'ai eues, je vois que la majorité d'entre vous connaissent un peu le sujet et assez peu d'entre vous le connaissent très bien. Donc, je vais quand même prendre le temps de couvrir les bases théoriques pour que vous compreniez ce qu'on fait. Je vous remercie d'avoir voté. Je vais vous soumettre une autre petite question et puis on va commencer. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes des enseignants de génie électrique, j'aimerais savoir ceux qui ont eu la chance de faire un exercice d'électronique de puissance avec leurs étudiants dans un laboratoire, parce que ça va être aujourd'hui le sujet, ça va être différents exercices d'électronique de puissance que je vais vous présenter. Donc, de savoir si vous en avez déjà fait, ça me permet de, encore une fois, orienter ma présentation. Donc, on a à peu près la moitié des gens qui nous ont rejoints maintenant.
Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer notre présentation. Donc, merci de voter avant que je ferme le petit questionnaire. Parfait. Donc, la majorité d'entre vous n'ont pas eu la chance de le faire, mais quand même, c'est presque moitié-moitié, en fait, des gens qui ont réussi à le faire. Bon, les 2 tiers qui ont réussi, qui ont jamais fait un tel exercice avec leurs étudiants. Parfait. Merci beaucoup. Alors voilà, je ferme ce sondage et on va passer à la présentation comme telle. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, bienvenue à ce webinaire sur l'électronique de puissance. Alors, vous allez voir, si vous avez participé au webinaire précédent, vous allez voir que le format aujourd'hui est un peu différent parce que plutôt que d'utiliser notre simulateur, qui roule sur mon ordinateur pour vous faire les démonstrations, je vais utiliser l'équipement physique qui nous permet de couvrir le sujet à l'étude aujourd'hui, électronique de puissance. Parce que malheureusement, je vous rappelle que notre simulateur qu'on a étudié jusqu'à maintenant, LVSIM EMS, ne permet pas de faire des TP d'électronique de puissance. Cette portion-là du système physique n'a pas été virtualisée encore. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser l'équipement physique pour couvrir ce sujet aujourd'hui. Aussi, ce qui va être différent en format, vous allez voir que le webinaire va être divisé en plusieurs exercices. Donc, je couvre 4 exercices différents d'électronique de puissance avec vous aujourd'hui. Et pour chacun, on va avoir une petite portion de théorie, l'exercice pratique, une autre petite portion de théorie, l'exercice pratique. Donc, c'est ainsi qu'on va traverser le webinaire. Donc, les sujets qui vont être couverts, tout d'abord, l'électronique de puissance CC avec le hacheur et abaisseur, de ce qu'on appelle le buck chopper en terminologie anglo-saxonne. Ensuite de ça, le hacheur 4 cadrans, le 4-quadrant chopper, ce qui va nous amener à l'électronique de puissance CA, d'abord avec un onduleur monophasé, PWM, et enfin un onduleur triphasé, PWM. Ces quatre exercices vont nous permettre aussi de découvrir différents outils de la plateforme EMS. Donc, tout d'abord, notre module d'acquisition de données et d'interface de contrôle qui vous est déjà familier parce qu'on le retrouve dans LVSIM. Ensuite, notre module de transistor de puissance, d'IGBT, qui est utilisé de façon continuelle quand on est en électronique de puissance. Et puis, finalement, notre petit moteur à induction qu'on a ici dans notre valise de démonstration que je vais vous présenter dans un instant. Et ça va nous permettre aussi de couvrir les bases avec LVDAC EMS, qui est notre logiciel qui permet de contrôler le système. Vous allez retrouver les mêmes instruments de mesure qu'on a vus dans LVSIM, mais en plus, je vais vous présenter la fenêtre qui nous permet de commander le comportement de nos transistors à l'aide de fonctions diverses qui sont disponibles là. Donc, vous allez voir que les exercices que je vous présente sont tirés directement de nos manuels, sont tirés de plusieurs manuels différents. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que la numérotation des exercices ne se suit pas nécessairement. Et on va commencer, comme je vous disais, avec le buck chopper, le hacheur abaisseur. Avant de plonger comme tel dans le sujet, je vérifie avec mon collègue FX, que j'ai oublié de vous présenter encore ce matin parce qu'il a éteint sa caméra trop rapidement. Donc, François-Xavier est avec moi ici ce matin, encore une fois, pour me servir de copilote. Donc, il va pouvoir répondre à vos questions, soit de façon écrite ou il va me les transférer. Bon matin, FX. Bonjour Christian, pas de questions pour l'instant, ça va bien. Je vais monitorer le tout, soit dans la boîte de chat ou dans la boîte de questions. Pour l'instant, c'est tranquille, je te laisse poursuivre. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme toujours, je vous suggère d'utiliser la boîte de questions pour nous poser les questions par rapport au sujet à l'étude et la boîte de chat pour nous communiquer toute autre information, comme si vous avez des problèmes techniques ou avez de la difficulté à nous entendre, vous pouvez vous servir de la boîte de chat pour ça. Donc, sans plus tarder, allons-y. Avant de parler du hacheur comme tel, rapidement, qu'est-ce que l'électronique de puissance pour ceux d'entre vous qui y êtes moins familiers? Ben, l'électronique de puissance, comme le nom l'indique, c'est de l'électronique, mais
adapté aux signaux de puissance, donc aux fortes tensions et aux forts courants. À l'origine, l'électronique, c'était fait avec des transistors qui ne pouvaient supporter que quelques volts de tension et quelques milliampères de courant, mais au fur et à mesure que la technologie a avancé, on a réussi à développer des transistors qui pouvaient laisser passer de très grands courants, des centaines d'ampères, et supporter de très fortes tensions aussi. Donc, ces transistors-là de puissance, dont les IGBT, les Insulated Gate Bipolar Transistors, les transistors bipolaires à grille isolée, je suis pas certain de la terminologie française, sont un parfait exemple de ces transistors-là que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, avec ces transistors-là, comme vous le savez, un transistor, ça sert en général, ça peut servir à bien des choses, mais souvent, ça va être utilisé simplement comme un interrupteur qui peut être soit fermé ou ouvert, mais on le contrôle électroniquement, cet interrupteur. Donc, comme vous pouvez voir ici, oups, excusez-moi, je vous parle depuis tantôt puis vous ne voyez pas mon écran. Excusez-moi, je vous affiche ça à l'instant. Donc, oups. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un circuit très, très simple d'électronique de puissance, le plus simple des circuits d'électronique de puissance qui existent, un circuit de hacheur. Et comme vous le voyez, on a à la gauche une source CC, à la droite, on a notre charge résistive, et entre les deux, on a intercalé un transistor de puissance qui va permettre de laisser passer ou non le courant jusqu'à la charge. Mais comme je vous disais, comme c'est un transistor, on peut contrôler l'ouverture et la fermeture de cet interrupteur-là de façon électronique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire très précisément et très rapidement. On va pouvoir ouvrir et fermer cet interrupteur-là plusieurs milliers de fois par seconde si le cœur nous en dit. Et c'est exactement les principes qui sont à la base de l'électronique de puissance. Donc, vous comprendrez que quand l'interrupteur est fermé, le courant se rend à la charge et sinon, il ne se rend pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec cette situation. Dans le haut, vous avez notre signal de commutation qui est envoyé, le premier graphique en haut, c'est le signal de commutation qui est envoyé au transistor. Donc, on peut mettre le transistor à on et laisser passer le courant ou le mettre à off et empêcher le courant de passer. Donc, vous allez voir qu'effectivement, quand le transistor est à on, dans le graphique qui est en dessous, on retrouve la tension présente à la charge, donc la tension totale de la source, parce que EI, c'est notre tension de source. Disons que notre source a une tension ici de 50 volts pour prendre, disons 100 volts pour prendre un exemple facile. Si j'ai une tension de 100 volts ici, ici, quand le transistor va être fermé, il va avoir 100 volts présentes à la charge et si le transistor est ouvert, évidemment, 0 volts à la charge. Même chose pour le courant, on va avoir un courant maximal tant que le transistor est fermé et sinon un courant nul. Ce que vous remarquerez ici sur le graphique dans le haut, c'est qu'on va commuter notre transistor de on à off à on de façon cyclique et on va donc établir une période à laquelle on vient commuter comme ça notre transistor. Donc le T majuscule ici, notre période, vient nous indiquer la durée entre le moment où on le met à on une première fois et la fois suivante où on le remet à on. Sur cette période complète qui correspond à la période de notre cycle, on va pouvoir laisser notre transistor ouvert plus ou moins longtemps. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, on voit qu'il est à peu près ouvert 50% de la période, la moitié de la période, et l'autre moitié de la période, il est fermé. Dans ce cas-ci, on dit qu'on a un rapport cyclique de 50%. Donc, le rapport cyclique, c'est le pourcentage de temps pendant lequel notre transistor est activé sur la période complète de commutation. Donc, ici, on est à 50%. Ce qui veut dire que la tension moyenne de sortie que notre résistance va avoir, est donnée par la formule qui est ici. Donc, je prends le 100 volts de ma source à l'origine, je la multiplie par mon rapport cyclique qui est de 50% dans le cas présent, et ça me donne la tension moyenne à la charge qui, dans ce cas-ci, va être 50 volts. Évidemment, si je change mon rapport cyclique, ça va changer ma tension moyenne à la sortie. Alors, je peux mettre mon rapport cyclique à 25%, c'est-à-dire que le transistor demeure fermé seulement 25% du temps et 75% du temps, il est ouvert. Et dans ce cas-ci, je vais avoir seulement 25 volts en moyenne présente à ma charge.
vous allez comprendre que puisqu'on fait cette commutation-là très, très rapidement, ben la charge, elle ne voit pas vraiment la différence entre le fait que le courant circule de façon continue ou qu'il circule par interruption comme ça, parce que si on envoie si notre fréquence de commutation ici est de 1000 Hz ou 2000 Hz ou 5000 Hz, 5000 fois par seconde, on met l'interrupteur à on et off, bien, au bout du compte, la charge ne voit qu'une moyenne de tension et de courant continu à sa charge. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler la puissance qu'on envoie à notre charge, et c'est ce qu'on va tester immédiatement avec ce petit circuit. Donc, vous voyez ici, le circuit est exactement le même qu'on a vu, sauf qu'on a rajouté deux petits détails qu'on va passer, que je vais vous expliquer très rapidement. Donc, on a notre source CC, on a notre charge résistive à l'autre bout et on a notre transistor entre les deux. Ce qui a été rajouté, ben, c'est 2 voltmètres pour mesurer les tensions à l'entrée et à la sortie, 1 ampèremètre pour mesurer le courant qui passe dans la charge et finalement 2 composantes ici. Ça ici, c'est notre diode de roue libre qui est nécessaire quand on a une charge inductive. Dans ce cas-ci, on a une charge résistive et les explications de la diode de roue libre dépassent là, les objectifs que je me suis fixés pour aujourd'hui, ainsi que le condensateur à l'entrée de notre hacheur ici, qui est là pour maintenir une tension constante à l'entrée du hacheur. Que je n'expliquerai pas davantage pour le reste de la présentation. Mais essentiellement, c'est notre circuit de hacheur qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais quitter le PowerPoint qui est ici pour m'en aller vers notre logiciel LVDAC, donc que je vais ouvrir à partir d'ici. Donc, ce logiciel-là accompagne notre système EMS physique. Quand vous l'ouvrez, vous avez le choix de le partir soit en mode de démo ou en mode de branché. Donc, si vous le téléchargez de notre site, vous allez pouvoir le rouler immédiatement en mode de démonstration. Ça va vous permettre d'explorer les capacités du logiciel et les différentes fonctions qui sont disponibles. Moi, ici, évidemment, je veux rouler en mode connecté parce que je suis branché à mon équipement que je vous montre maintenant à l'instant en changeant ma caméra ici. Donc, vous voyez ici le modèle de démonstration, la version de démonstration de notre système EMS que je vais vous présenter rapidement et que vous allez rapidement aussi reconnaître, dont vous allez reconnaître plusieurs modules immédiatement. Donc, ce modèle-ci est une version miniaturisée, ben pas miniaturisée parce que les modules sont pleine grandeur, mais on les a mis à l'intérieur d'une valise qui nous permettent de les transporter pour aller faire des démonstrations. Donc, vous allez reconnaître la console EMS qu'on retrouvait dans LVSIM, mais en plus petit, dans lequel on a inséré les différents modules dont on a besoin. Pour commencer, ici, tout en haut à gauche, vous allez reconnaître notre module d'acquisition de données que on a vu dans LVSIM. En fait, je vais vous le montrer ici sur ma diapo. Et je vais agrandir ça pour que vous puissiez bien la voir. OK. Alors, vous reconnaîtrez le module d'acquisition de données qu'on retrouve dans LVSIM aussi, avec les 4 entrées en tension, les 4 entrées en courant pour la forte puissance et les 8 entrées analogiques basse tension, ici de moins 10 à plus 10 volts, qu'on va justement utiliser aujourd'hui pour contrôler les signaux de commutation qu'on envoie à nos transistors. Donc, voilà pour le module d'acquisition de données. Ah, vous allez voir aussi qu'on a le port USB ici qui nous permet de brancher ce module à notre ordinateur. Donc, vous pouvez voir ici que c'est d'ailleurs ce que je vais faire à l'instant. Si vous regardez à la caméra, je prends mon câble USB ici et je viens le brancher tout simplement à mon module d'acquisition de données. Et l'autre bout du câble, évidemment, est branché à l'ordinateur que j'utilise pour la présentation. Donc, le module d'acquisition de données, juste en dessous, on a notre module de transistor de puissance, d'IGBT. OK? Et vous allez voir, si je passe à la prochaine diapo ici, vous allez en avoir une vue agrandie. Donc, vous voyez que ce module d'IGBT comprend 6 transistors branchés dans les configurations standards d'électronique de puissance. Et dépendant de ce qu'on veut mettre en œuvre, un hacheur, un onduleur monophasé, triphasé, on va envoyer des signaux de commutation à 1, 2, 4, 6 de ces transistors-là dans la bonne séquence pour mettre en œuvre la fonction qu'on veut.
Donc, ces transistors-là vont devoir recevoir leurs signaux de commutation de quelque part et ça arrive par l'entrée DB9 que vous voyez ici. Donc, on va venir connecter un câble DB9 ici pour envoyer les signaux de commutation à nos transistors. Et l'autre extrémité de ce câble, vous allez voir qu'elle vient se brancher ici sur notre module d'acquisition de données. Et vous comprendrez maintenant pourquoi on l'appelle le Data Acquisition and Control Interface, parce que c'est ce module-là qui va envoyer les signaux de commande justement à nos transistors par le câble DB9 qu'on vient brancher ici. Mais évidemment, on veut vous donner toute la flexibilité possible. Donc, c'est aussi possible pour vous d'envoyer discrètement à chacun des transistors les signaux de commutation en passant par les entrées discrètes ici pour chacun des transistors. Donc, c'est possible pour vous de produire votre propre algorithme, votre propre signaux de commande pour contrôler les transistors qui sont ici. Et vous pouvez faire ça sans craindre de briser quoi que ce soit parce que le module est très, très bien protégé contre les abus. Vous voyez qu'il est protégé en surchauffe, en surtension et en surcourant. Donc, dès qu'il y a une condition anormale qui est détectée, on arrête le fonctionnement du module, la DEL correspondante s'allume et on doit remettre en fonction après avoir corrigé le problème à l'aide du bouton de réinitialisation ici. Alors voilà, je reviens à ma valise de démonstration. Donc, notre module de transistor qui est ici. Ici, dans le haut, juste en dessous du module de transistor, je m'excuse, c'est un module dont on ne se servira pas aujourd'hui. C'est notre module de thyristor qui est utilisé aussi en électronique de puissance, mais par thyristor. Ici, dans le haut, c'est notre module propre à cette valise de démonstration. C'est un module de charge qui comprend des charges résistives, capacitives, inductives et des bobines et condensateurs de filtrage qu'on va utiliser aujourd'hui. Juste en dessous, on a un module de transformateur qui ne sera pas utilisé aujourd'hui. Et finalement, notre module de moteur à induction 40 watts, c'est un petit moteur pour les fins de démonstration dont on va se servir dans le dernier exercice aujourd'hui. Donc, voilà pour l'introduction de la valise. Alors, tout en dessous, on a le bloc juste en dessous du moteur ici. Je peux vous le montrer rapidement. On a le bloc d'alimentation. Alors, le bloc d'alimentation nous fournit 320 volts CC à la sortie que je vais envoyer, comme vous le voyez. Donc, la sortie de mon bloc d'alimentation, ça en va directement à l'entrée de mon hacheur ici. Et c'est ce qu'on va maintenant étudier. Les connexions qu'on a ici. Donc, je vous affiche à nouveau le circuit pour que vous puissiez suivre. Donc, partant de cette source que je viens de vous montrer, je sais que sur le schéma, on indique une source de 50 volts. Ici, la seule que j'ai disponible dans le modèle de démonstration, c'est 320 volts. C'est pourquoi je vais devoir limiter mon rapport cyclique là, quand je vais vous faire la démonstration dans un instant. Donc, ici, mes 300 volts qui rentrent dans mon hacheur, qui rentrent en haut dans le hacheur, si on suit le schéma. On traverse Q1 qui est ici. À la sortie de Q1, on s'en vient à l'ampèremètre I2 qui est ici. À la sortie de l'ampèremètre, je m'en vais à ma charge résistive qui est ici. De la charge résistive, je retourne au neutre de ma source et de mon pont hacheur. OK? Ensuite de ça, j'ai des appareils de mesure qui sont branchés. J'ai E1 ici, l'ampèremètre 1 qui est branché en parallèle avec la source et l'ampèremètre 2 qui est branché en parallèle avec la charge, tout simplement. Alors, comme vous voyez, c'est tout simple. Je lance l'alimentation ici sur mon module. Et je vais finir de lancer mon logiciel LVDAC. Donc, comme je vous disais, maintenant, je suis branché à nos équipements. Donc, je choisis le mode Connected. En passant, évidemment, l'interface existe en français aussi et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais changer la langue d'utilisation ici pour passer en français. Christian, je vais avoir une question pour toi lorsque tu auras une minute. Oui, vas-y. Oui, on nous demande de définir clairement l'objectif du cours. C'est de couvrir l'électronique de puissance et plus précisément, je vais faire ça en vous présentant 4 exercices qui vont amener votre connaissance, votre compréhension de l'électronique de puissance, des fondements, de vraiment tout ce qui est de plus simple jusqu'à
jusqu'à l'entraînement à fréquence variable d'un moteur asynchrone. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Donc, vous voyez ici l'interface de LVDAC. Encore une fois, pour rendre plus rapide la configuration, je vais ouvrir un fichier de configuration qui a été préenregistré, comme je le faisais dans LVSIM. Donc, vous voyez que la même capacité se retrouve dans le logiciel officiel. Donc, j'ouvre mon fichier de configuration Buck Chopper. Et pendant que tout ça s'ouvre, je vois qu'il y a quelques questions ici. Donc, le lien téléchargé, j'imagine, FX. Pourriez-vous me définir clairement? Oui, parfait. C'est excellent. On est à jour. Bon, on est à jour. Donc, vous voyez que le logiciel ouvre une après l'autre différentes fenêtres de commandes et d'appareils de mesure, dont vous allez voir plusieurs vont vous être immédiatement familières parce qu'on retrouve les mêmes dans LVSIM. Donc, j'ai mon oscilloscope ici avec les 8 canaux d'entrée, les 8 voies d'entrée, dont 2 ont déjà été préconfigurés pour afficher 3, en fait, ont déjà été préconfigurés pour afficher ma tension, mon courant à la charge, ma tension à la charge et le signal de commutation que j'envoie à mes transistors. Ensuite de ça, en arrière ici, j'ai mes appareils de mesure que je vais mettre de côté ici et ma fenêtre de commande de la fonction hacheur onduleur. Donc, je reviens à l'oscilloscope. Excusez, je vais juste placer tout ça pour qu'on puisse tout voir en même temps. Donc, les appareils de mesure, vous les reconnaîtrez aussi, nos 18 cadrans que vous pouvez configurer pour afficher ce que vous voulez. Donc, présentement, j'affiche la tension de la source, comme je vous disais, autour de 320 volts CC, la tension à la charge qui est nulle pour l'instant, ainsi que le courant et la puissance, parce qu'on n'a pas encore mis en fonction notre hacheur. Là, j'ai vraiment un petit... Ah ben oui, là, j'ai rien branché. Donc, je vous disais que on allait contrôler ou monitorer, si vous voulez, les signaux de commande qu'on envoie au transistor. Pour ce faire, je vais venir me brancher dans les entrées discrètes que je vous disais qu'on avait ici pour chaque transistor qui se double en tant que sortie. Alors, on peut observer les signaux qui sont envoyés par le câble DB9 en venant se brancher ici. Donc, je vais me brancher dans la sortie 1 ou l'entrée 1 qui va me permettre de contrôler le signal qui est envoyé au transistor 1 et je viens brancher ça dans l'entrée analogique 1 ici de mon module d'acquisition de données. Je dois évidemment brancher la référence, le neutre, ici à mon ground analogique, ma mise à la terre analogique. Voilà. Alors ça va me permettre d'observer les signaux qu'on envoie au transistor. Et finalement, ici, on va regarder notre fenêtre. Ça, c'est nouveau. On n'a pas utilisé ça dans LVSIM. Alors, c'est notre fenêtre, comme vous le voyez dans le haut de la barre de titre, de hacheur onduleur. Donc, cette fenêtre nous présente l'ensemble des fonctions qu'on met à votre disposition pour mettre en œuvre des circuits de hacheur onduleur à l'aide de notre système. Donc, la liste des fonctions complètes, on y a accès en cliquant ici sur la liste des fonctions et vous voyez que ce sont toutes les fonctions différentes que vous pouvez mettre en œuvre, les hacheurs abaisseurs, élévateurs à 4 cadrans avec ou sans rétroaction, des onduleurs monophasés, des onduleurs triphasés et même en bas des entraînements moteurs à 4 cadrans avec commande de courant ou sans commande de courant. Donc, vous voyez que c'est quand même une liste assez exhaustive. Aujourd'hui, on va couvrir 3 de ces fonctions-là ensemble. Donc, je commence avec l'hacheur abaisseur, ici. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le mettre en fonction. Mais avant, regardons les paramètres de commande. Donc, on peut commander la fréquence de commutation. Donc, présentement, 1000 Hz. On va commuter notre transistor 1000 fois par seconde de on à off. Ensuite, la commande du facteur, je m'excuse, il y a une erreur de traduction ici. Là, c'est pas facteur de forme, c'est le rapport cyclique, en fait. Donc, le rapport cyclique, je m'excuse pour les messages personnels qui rentrent, là, ça ne devrait pas rentrer là pendant la présentation. Le rapport cyclique va pouvoir être commandé par le bouton qui est ici. Donc, voilà, on va pouvoir changer le rapport cyclique comme ça et la fréquence de commutation avec le bouton qui est là. Les temps d'accélération et de décélération ne sont pas utilisés dans cet exemple. Je les laisse donc à 0. Donc, je décolle la fonction et aussitôt
on va voir que ça ne fonctionne pas. Attendez un petit peu, je suis bien branché. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mon bloc ici est bien alimenté, celui-ci aussi. OK, je lis bien, je suis bien connecté parce que j'ai... OK, non, excusez-moi, évidemment, ça ne fonctionne pas parce que mon facteur de forme est mon rapport cyclique est encore à 0. Donc, justement, en fait, je voulais vous montrer que quand le rapport cyclique est à 0, évidemment, mon transistor ne se ferme jamais et jamais en fonction, donc on n'a toujours rien à la sortie. Mais aussitôt que je me mets à augmenter mon rapport cyclique ici, à l'aide du bouton, vous allez voir ce qui apparaît à l'écran de l'oscilloscope. Donc, ici, on va observer notre signal de commutation qui est envoyé au transistor. Donc, vous voyez que à toutes les fois que qu'on envoie un signal de commutation au transistor, il se met en conduction, ce qui permet à la tension totale de la source, c'est-à-dire 320 volts, d'atteindre la charge et évidemment au courant de circuler. Quand le transistor est mis hors tension, on n'envoie plus de signal de commutation, plutôt on n'a plus de tension, plus de courant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on joue avec le rapport cyclique ici, on va avoir différentes largeurs d'impulsion qui est envoyée au transistor ici, comme vous voyez. Donc, en modifiant le temps, le pourcentage de temps que le transistor est à on, je vais aussi modifier la tension moyenne de sortie, comme vous pouvez le voir dans les cadrans ici. Donc, la tension à la charge présentement est de 26 volts pour un rapport cyclique de 8 Et si j'augmente ça, on va dire à 20 mon rapport cyclique, comme ça. Vous allez voir, alors on voit le rapport cyclique ici de 20 dans la fenêtre. Vous allez voir que la tension de sortie est maintenant de 64 volts, ce qui correspond bien à la théorie. J'ai 320 volts à l'entrée fois 20 64 volts à la sortie. Donc, vous voyez que de cette façon-ci, on peut contrôler très facilement la puissance qu'on envoie à notre charge. Et maintenant, regardons ce qui se produit si on change la fréquence de commutation. Je vous demande de bien regarder la tension de sortie alors que j'augmente la fréquence de commutation de 1000 Hz jusqu'à, on va dire, 10 000 Hz. Alors, vous voyez, je suis rendu à 10 000 Hz ici. On voit qu'évidemment, les pics se répètent beaucoup plus souvent. Mais vous remarquerez que la tension de sortie n'a presque pas changé ici, malgré que j'ai changé la fréquence de commutation. Donc, la fréquence de commutation n'a en général pas un grand rôle sur la puissance de sortie, même qu'en général, on va avoir un meilleur rendement avec une plus grande fréquence de commutation et moins de bruit aussi audible parce que la fréquence dépasse la limite humaine d'audition. Donc, en général, on va s'arranger pour avoir une fréquence de commutation plus élevée. Alors voilà pour ce qui est du hacheur abaisseur. Est-ce qu'on a des questions, FX? Non, pour l'instant, ça va, c'est toujours bon. Parfait. Donc, je sais que tu avais un autre engagement. Je vais te libérer. Et puis, je te remercie pour ton aide jusqu'à maintenant et je vais m'occuper de répondre aux questions des gens à intervalles réguliers quand je vais prendre des pauses. Parfait, il n'y a pas de quoi. Puis je vois que les gens sont de plus en plus habitués avec l'interface GoToWebinar, les questions du son, tout ça. Il n'y en a pas aujourd'hui, donc c'est positif. Excellent. Merci beaucoup, FX. Bonne journée. Voilà, donc je vais passer à la prochaine partie du webinaire qui va traiter du hacheur 4 cadrans. Donc, j'arrête ma fonction ici et je vais passer retourner au PowerPoint ici pour vous présenter le hacheur 4 cadrans. Donc, le problème avec le circuit de hacheur abaisseur qu'on vient tout juste de voir, c'est qu'il ne nous permet pas de changer la polarité de la tension qu'on envoie à notre charge. Donc, si notre source est connectée pour envoyer une tension positive à la charge, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est contrôler la tension de sortie de 0 jusqu'au maximum de la charge positive de la source, jusqu'au maximum de la tension positive de la source. Mais on ne pourra pas inverser cette tension-là. Puis ça, c'est dérangeant parce qu'en général, on va souvent se servir d'électronique de puissance comme ça, de circuits hacheurs, pour contrôler un moteur CC.
Et ce qui détermine le sens de rotation du moteur CC, ben, c'est la polarité de la tension qu'on y applique. Donc, si elle est positive, le moteur tourne dans un sens. Si elle est négative, il tourne dans l'autre sens. Donc, ce serait bien pratique d'avoir un circuit qui nous permet d'inverser la polarité de la tension de sortie. Et c'est exactement ce que le hacheur 4 cadrans va nous permettre de faire, comme on va le voir ici. Donc, premièrement, petite définition des 4 cadrans. Quand on parle des 4 cadrans, ben, ce que vous voyez ici vous représente les 4 cadrans dont on parle souvent quand on parle de moteur et de génératrice. Donc, on a notre graphique tension versus courant, tension en Y, courant en X, qui nous définit 4 cadrans. Donc, dans le cadran 1, notre tension est positive et notre courant est positif. Donc, on va dire que notre moteur, par définition, le moteur tourne en sens horaire et il est en moteur. Donc, on fournit de la puissance électrique au moteur pour le faire tourner. Si on s'en va dans le cadran 3, on est dans la situation inverse. La tension est négative, donc le moteur tourne en sens anti-horaire. Le courant est négatif, mais encore une fois, on envoie du courant à notre moteur pour le faire tourner. On est en mode moteur. Quand on s'en va dans le cadran 2 et 4, vous remarquerez qu'on est en situation où on a une tension et un courant inverse. Donc, la tension ici est positive, mais le courant est négatif. Alors que dans le cadran 4, c'est l'inverse, tension négative, courant positif. Quand le courant et la tension sont opposés, on n'est plus en mode moteur, on est en mode génératrice. C'est-à-dire que c'est la génératrice qui nous pousse de la puissance vers la source et non l'inverse. Donc, c'est ainsi qu'on peut se retrouver dans ces deux cadrans-là. Alors, le hacheur 4 cadrans, le circuit qu'on va maintenant voir, nous permet de faire fonctionner un moteur dans ces 4 cadrans-là. Va nous permettre de le faire fonctionner dans un sens ou dans l'autre en mode moteur ou dans un sens ou dans l'autre en mode génératrice. Alors, voici le circuit. Vous remarquerez qu'on a encore notre source à la gauche, notre charge résistive à la droite, sauf que maintenant, entre les deux, plutôt que d'avoir un seul transistor, on en a 4 qui sont connectés dans la fameuse configuration en H, le pont en H qu'on appelle souvent. Donc, ces transistors-là sont regroupés en paires. Okay? Donc, le transistor Q1 et Q5 constituent une paire qui va fonctionner ensemble, alors que Q2 et Q4 vont fonctionner ensemble aussi. Et ces deux paires-là sont complémentaires, c'est-à-dire que quand Q1 et Q5 et ces deux transistors-là sont à on, Q2 et Q4 sont à off, et inversement, quand Q2 et Q4 sont à on, Q1 et Q5 sont à off. Donc, regardons ce qui se passe quand c'est Q1 et Q5 qui conduisent. Je pars de la source, je traverse Q1, je m'en viens ici, je traverse ma charge résistive de haut en bas, et je reviens ici, passe par Q5 pour m'en revenir à la source. Donc, voilà le trajet du courant. Quand c'est Q2 et Q4 qui sont en fonction, je m'en viens ici, traverse Q2, m'en viens ici, traverse la charge résistive en sens opposé, c'est-à-dire du bas vers le haut, reviens ici et reviens à ma source par Q4 de cette façon-là. Donc, vous voyez que dépendant de quelle paire est active, je vais avoir une tension positive ou une tension négative à la charge. Et c'est ce qui va me permettre justement de contrôler le sens de rotation de mon moteur en présentant une tension positive ou négative. Aussi, vous comprendrez que dépendant du rapport cyclique qui est utilisé, on va avoir une tension plus ou moins grande à la sortie. Alors, prenons l'exemple où on a un rapport cyclique de 50%, c'est-à-dire que la moitié du temps, c'est Q1 et Q5 qui sont activés et l'autre moitié, c'est Q2 et Q4. Alors, si la moitié du temps, j'envoie 100 volts à la sortie, disons que ma source est de 100 volts, la moitié du temps, j'envoie 100 volts à la sortie et l'autre moitié du temps, j'envoie moins 100 volts, bien, vous comprendrez évidemment que la moyenne de ça, c'est 0 volts, donc j'ai une tension nulle à la sortie. Si mon rapport cyclique augmente au-dessus de 50%, je vais envoyer une tension de plus en plus positive, de 50 à 100%, je vais avoir une tension de plus en plus positive. Et à l'inverse, en deçà de 50%, de 50% à 0%, je vais avoir une tension de plus en plus négative à la charge. Et c'est maintenant ce qu'on va mettre à l'essai avec ce petit circuit ici, qui, comme vous le voyez, est le même circuit, sauf avec les appareils de mesure qui sont branchés. Je vais maintenant remettre la caméra pour que vous puissiez voir le système pendant que je fais les branchements. Je vais vous demander de suivre les branchements que je fais et voir qu'ils correspondent bien au schéma qu'on a là. Donc, ça va me prendre un petit 2 minutes pour faire ça. Vous allez voir aussi que c'est relativement facile de faire et défaire les branchements sur ce système.
Donc, pour ne pas risquer de faire d'erreur, je débranche tout pour recommencer à 0. C'est sûr que je pourrais prendre des petits raccourcis, mais souvent, ces raccourcis-là, comme vous le savez, finissent par ne pas en être. Donc, je laisse brancher seulement mes fils qui arrivent de ma source, comme vous voyez ici. Donc, les deux fils qui arrivent de ma source, qui alimentent mon pont en H ici. Et sortant de mon pont en H, maintenant, je vais avoir deux sorties. Celle-ci qui est située entre Q1 et Q4, comme on voit dans le circuit, et celle-ci qui est située entre Q2 et Q5. Donc, partant de ma sortie entre Q1 et Q4, ici, je vais me rendre à ma bobine de filtration ici. Donc, j'ai une bobine ici de 2 millihenries, telle qu'on le voit dans le circuit. Donc, c'est ma bobine de filtration. De là, je vais, comme vous le voyez encore une fois dans le circuit, me rendre à la borne positive de mon ampèremètre 3. Donc, d'ici, je m'en vais à l'entrée de mon ampèremètre 3. Et de la sortie de l'ampèremètre 3, je vais aller à ma charge résistive. Donc, de la sortie de l'ampèremètre 3, je m'en viens à ma charge résistive. Le retour de la charge résistive va aller directement, dans mon cas ici, à l'autre terminal de mon pont en H. Alors, contrairement au circuit, vous voyez ici, dans le circuit, on avait une bobine, une deuxième bobine ici. Malheureusement, dans notre module de démonstration, on n'a pas l'équivalent de cette deuxième bobine-là, là, pour des raisons d'espace, donc je suis obligé d'en utiliser une seule. Vous allez voir qu'à cause de ça, notre filtre n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être, mais quand même, on va voir qu'on réussit à filtrer pas mal de signaux haute fréquence avec ça. Maintenant, je retourne à la sortie de ma bobine ici en haut. J'ai fait la boucle extérieure. Maintenant, je vais faire la connexion pour m'en aller à mon condensateur. Donc, de la bobine, je m'en vais au condensateur. Et celui-ci va rejoindre la sortie de la résistance ici. Donc, ça, cette partie, tout ça, c'est branché. Tout ce qui manque, c'est les 3 voltmètres. Donc, E1, encore une fois, en parallèle avec la source. E2 en parallèle à la sortie du pont. Et finalement, E3 en parallèle avec la charge. Donc, il partage ça ici. Et il manque un petit fil. Et ça ici à l'entrée de l'ampèremètre. Voilà. Donc, tout est branché. Il me reste qu'à remettre sous tension. OK. Y a-t-il des questions? Non, pas de nouvelles questions. Alors voilà, je vais retourner à mon logiciel LVDAC. Ici. Et encore une fois, je vais ouvrir un fichier de configuration. Donc ici, le logiciel me dit qu'il avait perdu la connexion avec le module parce que j'avais mis hors tension. Je lui dis tout simplement de réessayer maintenant que je suis alimenté et il le reconnecte automatiquement au module. Sauf que maintenant, je veux ouvrir mon nouveau fichier de configuration. Le HR4 cadran. Donc, dans cette configuration, on va pouvoir tester plusieurs choses qui sont propres à l'électronique de puissance. On va pouvoir tester d'abord le fonctionnement de notre circuit qui nous permet de faire circuler une tension positive ou négative, pas faire circuler, mais appliquer une tension positive ou négative à notre charge. Mais aussi, on va pouvoir analyser les signaux de sortie de notre HR4 cadran et de voir le contenu harmonique de cette sortie-là et comment on peut se débarrasser des harmoniques de plus haut niveau à l'aide justement d'un filtre. Donc, on va voir tout ça dans un instant.
Oui, c'est vrai, je n'ai pas rebranché mes signaux ici. Donc, je vais me servir ici pour commuter mes transistors, pour contrôler le rapport cyclique de mes transistors. Je vais me servir d'un générateur de signal qui est intégré ici à la valise, si vous regardez ce que je pointe. Donc, j'ai deux sorties analogiques ici dans mon module d'acquisition de données. Et je vais me servir de la sortie 1 ici pour qui est une sortie de signal, d'un générateur de signal pour contrôler le rapport cyclique de mes transistors. Et en même temps, je vais aussi observer en parallèle les signaux de commutation qu'on envoie aux transistors, aux deux paires de transistors. Donc, je vais prendre deux signaux de sortie ici de mon module de transistor pour les acheminer à l'entrée analogique 2 et 3 qu'on va observer à l'oscilloscope. Voilà. Donc, voilà les différentes fenêtres de commande dont j'ai besoin. Mon oscilloscope, ici à l'arrière, mes appareils de mesure qu'on va mettre tout en bas. Et la commande de HR 4 cadrans qui est ici. Donc, vous allez voir ici que mon HR 4 cadrans est configuré initialement pour utiliser une fréquence de commutation de 2000 Hz dans ce cas-ci, et de prendre sa commande de facteur de rapport cyclique, encore une fois, mauvaise traduction, sa commande de rapport cyclique va être prise à partir de l'entrée analogique 1. EA1, c'est entrée analogique 1, c'est-à-dire l'entrée qu'on a ici sur notre module d'acquisition de données. Alors, il attend qu'un signal de moins 10 volts à plus 10 volts par cette entrée-là lui indique le rapport cyclique à utiliser de 0% à 100%, tout simplement. Donc, vous pourriez prendre n'importe quel générateur de signal qui fournit un signal de moins 10 à plus 10 volts pour venir le brancher ici. Mais dans mon cas, j'utilise notre propre sortie analogique ici, et c'est la fenêtre qu'on retrouve ici en haut. Alors, tout d'abord, je vais contrôler moi-même manuellement la tension de sortie de mon générateur de signal et je l'ai programmé pour que la tension minimale qui sorte soit moins 4 volts et la tension maximale soit plus 4 volts. Ceci pour que le rapport cyclique ne soit pas trop élevé, puisque je vous rappelle que j'ai 300 volts à l'entrée de mon HR ici et ma résistance ne peut accepter que 120 volts à la sortie. Donc, en limitant ma tension de sortie ici de moins 4 à plus 4, je suis certain de ne pas dépasser la tension maximale des résistances. Encore une fois, ce sont des limitations qui sont liées à notre module de démonstration et qu'on ne retrouve pas dans le système complet. OK, donc maintenant, je vais décoller mon HR 4 cadrans ici. Et vous allez voir qu'immédiatement, on commence à observer des signaux. E2 et E3, je devrais avoir quelque chose. Oups, oui, OK. Donc, vous avez peut-être vu sur la valise qu'un voyant s'est allumé sur mon module de transistor ici. Ça vous permet de montrer que la protection fonctionne bien. Donc, ça arrive quand on est à relativement basse fréquence de commutation, comme 2000 Hz ici, que dépendant de la synchronisation du moment quand j'active la fonction, ça peut générer un surcourant. C'est ce qui a été détecté ici. Mais normalement, oups, là, j'ai peut-être un problème de branchement, par exemple. Il n'est pas supposé me faire ça à 2 reprises. Attendez un petit peu. Ah ben non, ben oui, j'ai un problème. Il me manque un fil ici. Là. La bobine. Ben oui, je m'excuse, j'ai complètement court-circuité ma bobine. Voilà. Donc, je m'excuse, je vous rappelle que sortant du pont en H, je m'en allais à la bobine. Je traverse la bobine ensuite pour m'en aller au condensateur. J'avais juste fait une mauvaise connexion ici. Voilà. On relance. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc, vous pouvez voir à l'oscilloscope à l'heure actuelle que même si ma tension de sortie ici de mon bouton est 0 volt ou 0.11 volts, très petite, ça veut dire à 0 volt qu'on a un rapport cyclique en fait de 50%. Donc, 50% du temps, les transistors, chaque paire de transistors est active pendant la moitié du temps et c'est l'autre paire de transistors qui est active l'autre moitié. Donc, les deux signaux que vous avez ici dans le bas de l'oscilloscope correspondent aux signaux de commutation qu'on envoie aux deux paires de transistors. Et
À cause de ça, ben, à la sortie, on va avoir la moitié du temps la tension totale 300 volts qu'on applique à la source positive, puis moins 300 volts, plus 300 volts, moins 300 volts. Ce qui fait que notre tension moyenne de sortie, comme vous pouvez le voir ici sur le cadran, est de 0 volts à l'heure actuelle. C'est ce qu'on envoie à notre charge. Maintenant, si avec le bouton ici, je change le voltage que j'envoie ici à l'entrée pour contrôler le rapport cyclique et je l'augmente au-dessus de 0, vous allez voir que le rapport cyclique augmente ici, 60%, ce qui fait que maintenant, j'ai une tension de sortie de 60 volts en moyenne. Vous voyez que maintenant, les transistors, les paires de transistors ne sont pas actives également. Et j'ai donc une tension positive à la sortie. Donc, évidemment, je pourrais continuer à augmenter ça ici, mon rapport cyclique, pour me rendre à peu près jusqu'à 120 volts, qui est la tension maximale supportée par mes résistances ici. À l'inverse, si je pars de l'autre côté, donc vers en bas de 0 volts, et je viens avec une tension négative, je vais commencer à générer un rapport cyclique qui est inférieur à 50%, ce qui correspond à une tension de sortie négative, comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez qu'à l'aide du rapport cyclique, ici, on peut commander une tension négative ou positive à la sortie, ce qui me permettrait encore une fois de faire tourner un moteur dans un sens ou dans l'autre. Mais ça me permet aussi, regardez bien, si je me sers de mon bouton ici et que je me mets à osciller entre positif et négatif, vous voyez qu'en fait, je suis capable de générer un signal à la sortie de mon hacheur qui varie continuellement, qui oscille continuellement entre une tension positive et une tension négative. Donc, on comprendra que partant de là, ça serait intéressant de pouvoir générer un signal qui est en fait une sinusoïde qui passe d'une tension positive à négative. Ça nous permettrait de créer un onduleur, c'est-à-dire qu'à partir d'une tension CC, je pourrais produire une tension CA à la sortie en ayant une sortie sinusoïdale. Ben, c'est exactement le but de la prochaine démonstration. Oui, parfait. Merci. Je constate que quelqu'un avait détecté mon erreur de connexion plus tôt avant même que je la voie. Donc, merci, Monsieur Chofo-Uji. Effectivement, c'était ma petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous présenter maintenant la prochaine partie de la présentation, qui est justement l'onduleur monophasé. Donc, il y a en fait un tout petit pas à faire à partir de ce qu'on vient de voir, parce que en fait, le circuit va demeurer exactement le même. La seule différence, c'est que plutôt que de contrôler moi-même manuellement la tension qui commande le rapport cyclique de moins 4 volts à plus 4 volts, je vais demander à un générateur de signal de contrôler cette fréquence-là en envoyant une sinusoïde qui va varier de moins 4 volts à plus 4 volts, encore une fois, qui va contrôler le rapport cyclique. Et ce que ça va avoir pour effet, c'est qu'à la sortie de mon hacheur onduleur, je vais avoir mes signaux de commutation comme ça qu'on envoie au transistor qui vont varier continuellement en largeur du plus large au plus étroit et inversement du côté négatif, ce qui va nous fournir à la sortie une tension qui varie continuellement, telle une sinusoïde. Donc, c'est le but de cet exercice, du prochain exercice. Donc, je retourne à LVDAC ici et je vais tout simplement changer, je vais juste changer ici la sortie pour générateur de fonction. Donc, vous voyez que pour contrôler la tension de sortie, plutôt que d'utiliser le bouton de consigne, je vais utiliser le générateur de fonction qui est ici. Et je vais pouvoir contrôler la fréquence de sortie, 60 Hz ici, parce que encore une fois, j'essaie de générer quelque chose qui s'approche de qui est qui correspond à notre réseau électrique. Et l'amplitude ici, je vais la limiter à 3 volts, l'amplitude de ma sinusoïde, encore une fois, pour ne pas générer des rapports cycliques trop élevés. C'est déjà en marche, donc je suis déjà en train de générer une sinusoïde à la sortie de mon générateur de fonction ici. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est de partir mon hacheur 4 cadrans. Alors, je décolle le hacheur 4 cadrans. Oups, j'ai encore eu.
C'est bien à 1200 ohms ici. Je m'assure que mon amplitude de 3.1, je redécolle. Excusez-moi, là, je sens avoir des petits problèmes ce matin. Bon, voilà, c'est parti. Donc, vous voyez maintenant que mon hacheur onduleur, mon hacheur, je m'excuse, 4 cadrans, reçoit sa consigne de la sinusoïde qui rentre ici. Je vais devoir changer ma base de temps ici dans mon oscilloscope pour pouvoir bien observer ce qu'on voit. Donc, en regardant 10 fois plus loin, on va voir que ce qui sort ici à la sortie, c'est là, attendez un petit peu, E2, où est mon E3? E3. Je devrais voir le signal. Ouais, j'ai des problèmes de connexion, moi semble-t-il, dans mon circuit encore ce matin. Désolé. Pas encore tout à fait réveillé apparemment. Donc, ça ici, la bobine, j'arrive ici, je m'en vais là, je traverse I3 et c'est bien ce qui s'en va à la charge. Donc ça va. Et de l'autre côté, je suis branché ici, qui est à l'autre borne, là. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi je ne vois pas E3? Ça c'est E3, ça c'est E2. C'est comme si le filtre ne s'appliquait pas en fait. Mon filtre n'est pas actif. Mon condensateur est bien dans le champ, est bien en ligne. Il branche en parallèle ici. Ah ben oui, j'ai encore. Non, il me manque plein de connexions ce matin. Désolé là. J'ai fait ça un peu trop vite. Donc, il me manque effectivement un lien ici entre le haut de mon condensateur et de ma charge. Non, parce que je passe par l'ampèremètre. Non, c'est bien ça. C'est correct, je passe par l'ampèremètre. Donc, ça s'en va là. Non, c'est bien ça. Désolé. C'est parce que j'ai fait un branchement différent d'hier, puis je vais pas. Voilà. Ça va mieux fonctionner. Non. Qu'est-ce qui se passe? On commence à manquer de temps. Attendez un peu. J'essaie de voir ce qui ne fonctionne pas dans mon circuit ici. Ça s'en va bien là. Ici. Je m'en vais ici. À la bobine. La bobine s'en va à l'ampèremètre. Et la sortie de l'ampèremètre s'en va bien ici. À ma charge qui revient là. Mon condensateur est branché ici. Et si je reviens à mon circuit, juste pour être certain que je n'ai pas fait d'oubli, ici, donc mon condensateur est supposé être branché à ma charge. Donc de ça, de là à là, c'est bien ça. Pourquoi ne veut-il pas fonctionner? Non, j'ai un court-circuit quelque part, je suis désolé. Donc, je pourrais pas vous démontrer apparemment.
Le condo et la résistance ne sont pas en parallèle. Oui, mais c'est justement, c'est ce que j'essaie de brancher, mais là, ça me crée un problème. Le condensateur de filtrage, s'il vous plaît. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc, je sors de ma bobine, je m'en vais au condensateur qui est bien activé à 4.4 microfarad et qui est branché donc en parallèle, qui j'essaie de brancher en parallèle, mais que ça crée immédiatement un court-circuit quand je le fais. Donc, si je ne branche pas mon condensateur, bien évidemment, on n'a pas l'effet de filtre. C'est pourquoi ma sortie ici, après le filtre, est identique à la sortie d'avant le filtre. Mais si j'essaie de brancher mon condensateur en parallèle, donc comme ça ici, il est bien en parallèle avec la résistance comme ça. La bobine s'en va là. Je me demande si la bobine est encore... Je doute de l'intégrité de ma bobine, en fait. C'est ce qui... Ouais, je pense que c'est ça. Là. J'ai peut-être une bobine grillée ou quelque chose court-circuité, là, parce que je peux pas brancher mon filtre. Donc, je suis désolé. On va devoir escamoter cette partie-là d'exercice et je vais tout de suite sauter à la dernière partie. Je m'excuse à cause du retard. Là, j'ai pas eu le temps de compléter, mais quand même, je vais vous montrer ce qu'on a ici. Donc, encore une fois, on voit que on a nos signaux de commutation qui se répètent très rapidement. Et si je fais une capture unique ici, on va voir que nos signaux de commutation ici varient d'une plus grande largeur du côté positif à une largeur plus étroite. Donc, on a bien un pulse width modulation, une modulation par largeur d'impulsion. Et ça correspond normalement à ma sinusoïde qui serait ici positive, ici négative, ici positive, ici négative. C'est ce qu'on devrait voir après la sortie du filtre si je n'avais pas le problème que j'ai présentement. Vous remarquerez qu'à la sortie ici, j'ai une tension. Évidemment, ici, il faut passer à une tension CA. À la sortie, oui. Donc, j'ai une tension, mais pourtant mon indice de modulation n'est pas aussi élevé ici. Mais c'est à cause du filtre, ça ne fonctionne pas. Donc, et je peux contrôler ma fréquence de sortie ici, évidemment, ce qui me permet de générer des tensions de différentes fréquences à la sortie. Ici, donc vous voyez qu'en changeant la fréquence, j'étire plus ou moins ma répétition d'impulsion, ce qui me permet de contrôler la fréquence de sortie. Donc, voilà, désolé pour ce petit problème technique. J'aimerais vous montrer la dernière partie de l'exercice qui est l'onduleur triphasé, qui est très, très facile à mettre en œuvre. Donc, je refais ces branchements-là et je vais vous montrer qu'on peut contrôler notre moteur à partir de ça. Donc, je désactive, j'éteins ici, je débranche très rapidement ma charge ici. Je débranche mes différents appareils de mesure dont on n'aura pas besoin. Voilà. Donc, encore une fois, des deux fils qui partent de ma source. Je vais me rendre directement à l'entrée de mon onduleur triphasé. Donc, de ma source, je m'en vais à l'entrée de l'onduleur ici. Et cette fois-ci, mon onduleur va servir comme onduleur triphasé. Donc, je vais me servir des trois sorties ici de l'onduleur, chacune une par phase. Donc, la première sortie, je vais l'envoyer à l'ampèremètre 1 pour mesurer le courant qui circule au moins dans une phase. Puis, de là, je vais me rendre à la première phase de mon moteur à induction ici. Les deux autres sorties de mon onduleur, je vais les envoyer directement à l'entrée du moteur ici. Comme ça. Et voilà, mon onduleur est déjà branché. Je remets en fonction.
Je reconnecte avec mes modules. Et je vais ici, je n'aurai plus besoin de ça. Je vais changer ma fonction ici. Plutôt que d'utiliser un hacheur à 4 cadrans, je vais venir utiliser l'onduleur PWM triphasé avec un rapport V sur F constant qui va me permettre de changer ma fréquence sans m'inquiéter du courant qui varie dans le moteur parce que la tension va être gardée en proportion avec la fréquence. Donc, ma fréquence de commutation à 1000 Hz pour commencer, ma fréquence de sortie 60 Hz pour faire tourner le moteur à 1800 RPM, un moteur configuré pour les tensions nord-américaines. Et la tension crête, ici, je vais la changer encore une fois pour ne pas excéder les capacités du moteur. Je vais la mettre à 50% du bus CC. Et la fréquence de coude qui correspond à ce qui est ici, je laisse ça tel quel. Parfait, je lance ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez, le moteur s'est mis en rotation. Vous pouvez peut-être voir là, que ça flicote à la surface, donc ça clignote un petit peu à la surface du moteur. Pour vous montrer que mon moteur est bien en fonction, bon, tout d'abord, laissez-moi changer ici mon oscilloscope pour afficher le courant I1. Voilà. Alors ça, c'est le courant que j'envoie à mon moteur. En passant, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé de filtre parce que le moteur, évidemment, constitue son propre filtre avec ses bobinages. Donc, mais on voit quand même que le courant n'est pas parfaitement propre parce que la sortie pleine d'harmonique de mon hacheur n'a pas été filtrée. Donc, c'est pourquoi le courant comporte quand même plusieurs aspérités comme ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer mon analyseur d'harmonique quand même. C'est ce que je vais faire immédiatement ici. Je vais m'assurer ici que... OK. Donc, il pense sur chauffe. Donc, si je prends mon analyseur d'harmonique qui est ici, que je devais vous montrer à l'exercice précédent, mais qui a été escamoté. Donc, l'analyseur d'harmonique va venir étudier les harmoniques présentes dans un signal et nous les afficher. Il affiche jusqu'à la 40e harmonique. Donc, on doit définir la fréquence fondamentale. Dans ce cas-ci, c'est 60 Hz. C'est ce que je produis à la sortie de mon hacheur. Et on doit venir sélectionner le signal qu'on veut analyser. Donc, dans ce cas-ci, je vais étudier I1, qui est mon courant. Et je vais indiquer la valeur des graduations ici de mes harmoniques. Donc, je vais mettre du 2% par division. Donc, vous voyez que avec l'effet filtrant de mes bobinages de moteur, j'ai pas un contenu harmonique trop élevé en haute fréquence, mais quand même, ce sont toutes ces harmoniques ici qui sont responsables de ces dentures sur ma sinusoïde. Si on n'avait pas d'effet filtrant du tout du moteur, on aurait un pic important ici à la fréquence de commutation. En fait, dans ce cas-ci, je suis à 1000 Hertz. Ben, en fait, laissez-moi changer ma fréquence de commutation ici, ça va être plus clair. Donc, si j'arrête ça et je change ma fréquence de commutation ici, on va dire à 2400, qui est un multiple de 60, la fréquence de sortie. Donc, normalement, et on le voit encore ici, vous voyez, maintenant, j'ai une présence importante d'harmonique à la 40e harmonique, qui est 40 fois 60, donc 2400. Donc, c'est la fréquence ici de mes transistors qui commutent plus rapidement, qui sont responsables de cette harmonique ici. Donc, idéalement, on devrait avoir un filtre à la sortie de notre hacheur ou de notre onduleur, dans ce cas-ci, pour limiter ces hautes harmoniques. Donc, on voit très bien ici le courant qui est envoyé au moteur avec nos différents signaux de commutation. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est bien un entraînement à fréquence variable qu'on a ici. Je vais vous demander d'observer le moteur. Je vais maintenant diminuer la fréquence de sortie de mon onduleur. Et vous allez voir que le moteur ralentit, ralentit, ralentit. Et je peux donc le faire tourner à très bas régime. Donc maintenant, ma fréquence de sortie est de 3,6 Hz, comme vous pouvez voir ici. Et je fais tourner mon moteur très lentement. Je peux évidemment l'arrêter complètement en limitant à 0. Donc, vous voyez que j'ai vraiment ici mis en œuvre un entraînement à fréquence variable tel qu'on va retrouver chez Siemens et compagnie.
Donc, les étudiants apprennent finalement le fonctionnement, les principes de fonctionnement d'un entraînement à fréquence variable à l'aide de cet exercice. Bon, excusez-moi encore une fois d'avoir débordé avec les petits problèmes techniques qu'on a eus. Je vérifie si on a de nouvelles questions. Je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, je vais, avant de vous remercier d'avoir participé au webinaire, je vais vous demander une dernière fois, s'il vous plaît, de répondre à un dernier petit sondage et puis je vous libère. Alors, pendant que vous répondez à ça, je vous rappelle que les webinaires ne sont pas finis. On continue à présenter de nouveaux sujets. À compter de demain, on commence à présenter le contrôle de procédé, la commande de procédé à l'aide de notre logiciel LV-ProSim, donc un logiciel, un simulateur. Donc, on va retourner en mode de simulation lors de ce prochain webinaire. Et la semaine prochaine, on va aborder les notions de ligne de transmission, de SVC, donc Static Var Compensator, et on va poursuivre l'initiation à la commande de procédé avec LV-ProSim. Donc, ça va être le sujet des 2 webinaires la semaine prochaine, dont vous allez recevoir le programme très prochainement. Donc, je vous remercie d'avoir répondu au petit sondage. Il y en a encore plusieurs qui n'ont pas voté. Si vous pouvez rajouter vos réponses, s'il vous plaît. Et je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire. N'oubliez pas, avant que je ferme le webinaire, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger les documents que je vous ai envoyés, les documents à transférer, donc le PowerPoint et le datasheet du système EMS, ainsi que de copier l'adresse que je vous ai envoyée dans la boîte de chat pour pouvoir télécharger votre propre copie de LVDAC EMS à mettre sur votre ordinateur et pour le tester. Merci beaucoup, encore une fois, de votre participation et à la prochaine. Au revoir. Oh, je vois des questions. Non, c'est des commentaires. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Au revoir.